commencer par on parle d'imaginaire, donc je me sens obligé de vous montrer une vidéo. Il y en aura 2 d'ailleurs. Je vais vous montrer la première vidéo, là dans 2 secondes, elle va apparaître, un film en noir et blanc, qui va durer 2 minutes. Regardez-le bien. J'ai une petite question pour vous, qui est quelle est la date à laquelle ce film a été produit? Donc, je vais vous demander d'imaginer quelle date ça a été produit. Des postes récepteurs de télévision bijoux, comme il y a des postes de TSF bijoux. Des postes de poche, grands comme une lampe électrique. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode, ou sur le compte-rendu sportif, voire même sur un problème de mots croisés. Et la rue présentera un singulier spectacle. Naturellement, dans le métro, on lira le poste du voisin par-dessus son épaule. Et il y aura des faits divers tellement passionnants que... Et je ne parle pas du feuilleton. Il était devant elle était devant lui. Ils étaient l'un devant l'autre, heureux de se sentir émus, émus de se sentir heureux. La télévision sera pour tous un besoin plus impérieux encore qu'aujourd'hui le cinéma ou la radio. Toutes les voitures seront munies d'un poste récepteur. Espérons qu'il n'y aura pas souvent de mauvaises nouvelles susceptibles d'affoler les conducteurs impressionnables. Écoutez maintenant notre rubrique de faits divers. Aujourd'hui, dimanche de Pâques, jour sanglant pour les automobilistes. On nous signale le 124e accident de la journée. Allô, allô, rectification. C'est 125 accidents d'automobile et non 124 qui ont eu lieu depuis ce matin. Quelle année? Non, c'est pas un faux, j'aurais dû préciser que je me moquais pas de vous et que c'était le jour merci, non. 62, 46 47, il y en a un qui a triché là, il allait sur... Non, c'est vrai? 35. Bon, la fin du muet, c'est 29, donc déjà ça donne une indication. Techno, on est en 47. Beaucoup de personnes n'ont pas vu arriver la Covid, 2 ans avant, 1 an avant, 6 mois avant. En 47, on prévoit l'iPhone, on prévoit la série, on prévoit le contenu, le temps direct, l'info dans la voiture, enfin le monde qu'on connaît. Hein. Les usages sont dingues, hein. On est d'accord, ils se rentrent dedans, ils s'arrêtent, ce truc est fou. Pour être honnête, j'ai pas beaucoup d'exemples qui marchent, donc j'en ai qu'un, c'est celui-là que je sors. Mais le vrai sujet, c'est comment ils y sont arrivés quand on creuse le sujet. Ils y sont arrivés de 2 manières, et c'est un peu le fil que j'aimerais détricoter pour le reste de la conférence. René Barjavel, juste avant, a écrit une petite nouvelle qui s'appelle Cinéma Total. Il a écrit Ravage et beaucoup d'autres choses, mais une particulièrement qui n'est pas connue, qui s'appelle Cinéma Total, où il fait une très belle projection de l'entertainment, c'est tiré de ça. Et la deuxième, c'est qu'ils ont maquetté. Ils ont filé des bidules tout pourris à des gens, ils ont dit vas-y, c'est une télé. Et puis ils ont joué avec. Vous avez vu que l'antenne de 2 mètres, ils n'ont pas pensé à la réduire, mais par contre, ils ont réduit la télé. Ça, c'est une injonction à agir. Le futur, on ne le subit pas, il préexiste, on en est tous acteurs. Et ce sera la conclusion, c'est qu'en tant que territoire, il n'y a pas de raison qu'on subisse des décisions qui sont à San Francisco ou des techno-décisions ailleurs. On est tous acteurs de ce futur-là. La manière dont ça marche, les imaginaires et dont ça se construit, c'est vraiment le début de la chose. Les fictions mettent en scène des usages et des technologies qui vont inspirer des chercheurs et des designers, qui eux-mêmes servent d'inspiration à des réalisateurs, et la boucle est éternelle. Et donc le sujet, c'est de se poser la question à un moment donné de ce que racontent les imaginaires, parce qu'ils se sont inspirés de la science, de faits de science, je reviens là-dessus, et les imaginaires, science fiction, vont inspirer d'autres personnes qui vont faire une boucle retour. Je vous propose un film, juste une petite illustration que j'ai commentée en live, que vous avez peut-être déjà vu, qui est une séquence de Minority Report, qui m'énerve, mais c'est pas grave, je la montre parce que tout le monde l'a vu. Vous avez peut-être vu cette scène, il est les bras en l'air, en 2007 je crois, 2008. Et à l'époque, tout le monde trouve ça renversant, c'est une nouvelle interaction, c'est fabuleux, je peux interagir avec une machine avec les bras. Bon, pour la petite histoire, au bout de 3 minutes, il est fatigué, parce qu'on n'est pas fait pour lever les bras et faire des oiseaux pendant un quart d'heure. Donc c'est la pire interaction qu'on puisse avoir avec une machine, c'est ce type d'interaction, ça va pas du tout, pour ça qu'on a un clavier, ça marche bien. Et ce truc-là, ce qui est important là-dedans, c'est qu'en fait, cette représentation-là, qui a beaucoup marqué le monde de l'UX et de l'IHM, hein, il y a vraiment eu un sujet autour de ça, qui a beaucoup marqué cet univers, cette représentation, elle est tirée d'une spin-off du MIT Media Lab,
qui vivait à faire un command center en fait, pour la gestion du trafic de Los Angeles, où quelqu'un aurait été assis avec les mains, pouvait piocher littéralement un écran, le ramener, zoomer dedans, et était beaucoup plus dynamique, donc pardon, debout plutôt qu'assis, dans son interaction avec les écrans. Et donc vous voyez à droite la situation réelle, que le réalisateur de Minority Report est allé voir 3 ans avant de faire son film, et a dit c'est génial, je vais lui le rendre futur, et la boucle commence, et elle ne s'arrête plus parce qu'après tous les gens veulent faire atterrir cette boucle future qui est déjà là, et donc on a une vision de demain qu'on peut commencer à arrêter et à carotter. Autre exemple, il y en a 10 000, hein, et statistiquement, je vais essayer de vous le montrer après, on peut arriver à imaginer demain juste sur la base de ce qu'on raconte aujourd'hui. Quand vous êtes dans les années 70 et que Star Trek vous montre le communicator, alors que tout le monde a un gros machin qui fait dring-dring, et vous l'avez peut-être connu chez vos grands-parents en fonction de vos âges ou vos parents, et on vous montre à la télé un truc à clapper que j'ouvre et je peux appeler tout le monde sans faire de numéro, c'est extrêmement marquant, c'est de la vraie science-fiction, c'est radical. Il y a 2 gus qui voient ce truc-là et qui se disent c'est génial, c'est le futur patron de la R&D de Motorola et le futur patron du design de Motorola, qui se disent ma vie à moi, et on en aura un exemple tout à l'heure de ce type de personnage avec Xavier Fasellina, il va dire ma vie à moi ça va être de créer ce truc-là. Et donc ils se retrouvent chez Motorola, ils font un téléphone à clapper qui n'a aucune raison d'être ergonomique puisqu'on met toute l'électro dans la charnière et c'est complètement c'est stupide d'un point de vue purement d'un point de vue d'usage, et ils vont l'appeler StarTAC en hommage à Star Trek. Et vous avez une boucle comme ça qui va se créer. Ces boucles-là, elles sont très nombreuses. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré recherche vers SF, et là, c'est SF vers la recherche. Et elles peuvent avoir un gros impact. Là, c'est Woman in the Moon de Fritz Lang, qui est de 1929, si je ne dis pas de bêtises. Et le consultant, ça c'est important, il y a les consultants qui bossent sur les films aident à créer les futurs que l'on connaît, notamment technologiques. Les consultants qui bossent sur ce film s'appellent Obert. Obert, c'est un des filleuls, pupilles de Von Braun. Von Braun, c'est le papa du programme V2 nazi, et le futur papa du programme Apollo américain. Et là, il spécule dans ce film-là, qui est un film muet, en disant cette scène, elle est fabuleuse. Vous êtes en 1929, hein, faire décoller une fusée, c'est de la SF absolue. Et vous avez une jeune dame là qui est en train de dire pour revenir de notre voyage sur la Lune, on va devoir accélérer, faire quelques rotations et revenir. Le countdown de la NASA de 10 à 0 vient de là. La NASA assume, reconnaît que son inspiration, qu'elle a regardé ce film des heures, qu'ils l'ont démonté, et parce qu'il y a un countdown comme ça, un film muet de 10 à 0 pour expliquer qu'il y a un lancement, que c'était la meilleure manière de faire un countdown. C'est pas un feu rouge, un feu vert. Si on veut aligner 3000 personnes, on commence à 10, on finit à 0. Donc là, il y a des gens qui spéculent sur demain. Il faut aller chercher ces idées là-dedans, parce qu'elles racontent littéralement, elles dévoilent une partie de ce à quoi demain va ressembler. De nombreux exemples sur ça. Et c'est vu, hein, on peut remonter très loin, je vais pas revenir jusqu'à Jules Verne ou Gallimard, qui pour la petite histoire était vraiment un scientifique qui avait à cœur de vulgariser la science en faisant de la science-fiction. Là, c'est H.G. Wells. Et donc, Rutherford, au début du 19e, on se pose la question de l'atome, évidemment. Et Rutherford, qui est un des grands scientifiques américains, met de côté et refuse l'idée d'une réaction en chaîne et la trouve un peu hallucinante. En 1919, H.G. Wells écrit The World Set Free, dans lequel il imagine l'usage de l'atome pour la guerre. Donc vous voyez quelqu'un qui jette une bombe, littéralement une bombe nucléaire, le feu nucléaire, etc. Il y a quelqu'un qui est un Polonais qui s'appelle Schilaz qui va voir ce truc-là et qui va se dire la réaction en chaîne, j'y crois, qui va voir le président américain, projet Manhattan, vous avez la suite de l'histoire. Ce qui est important là-dedans, c'est que la littérature a façonné une perception technique de quelqu'un qui s'est retrouvé être un réel acteur de cette technique et qui a créé les fondations, les bases du futur qu'on connaît. Je fais une petite pause à ce moment-là parce que le point qui est important là, c'est de dire que les imaginaires que nous percevons ne sont pas neutres. Ils sont poussés par soit des puissances étrangères, soit des organisations étrangères. Dès qu'on parle de GAFA, il y a un imaginaire GAFAM qui est très très fort. Et là, les 2 exemples que vous voyez sont 2 livres. Il faut les lire si ça vous intéresse, notamment celui de droite, il est en français, il est assez frappant. Lab Coat in Hollywood, ça explique le rôle des consultants techniques, donc des scientifiques dans la production des faits de science-fiction, dans la manière dont on raconte la SF, qu'est-ce qui rend plausible le fait que Hulk devient grand et vert, et on va vous expliquer qu'il y a un truc autour de CRISPR-Cas9, du rayon gamma et puis d'une injection. Et on vous raconte des choses qui sont pas scientifiquement exactes, mais qui pour autant vraiment peuvent laisser présager d'autres choses. Et à droite, c'est une démonstration absolue du lien entre l'armée, le Pentagone américain et les visions technologiques de la guerre telles qu'on le connaît. Et donc ça, cette récurrence-là, elle est importante parce que chaque fois que vous allez au cinéma, dans une majorité des cas, il y a un message qui est passé derrière. Je vais vous le démontrer plus tard en reparlant de la Chine, en essayant de déplacer un peu le regard, pour essayer en dévoiler un peu plus. Donc 2 points. Les imaginaires, c'est important parce qu'il y a une boucle, et que quand on les regarde, ça nous raconte demain, même si on ne s'en rend pas compte. On peut le prouver scientifiquement.
tous les développements de l'armée française sur l'infanterie débarquée au début des années 2000 se retrouvent dans les mangas des années 80 ou plus tard. C'est scientifique, si ça intéresse les gens, j'enverrai mon étude là-dessus. C'est complètement dingue de voir qu'il y a 20 ans dans l'armée de capacité de prédiction sur les usages et les technos. Et c'est statistique, cette chose-là. Je vous montrerai des choses après. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, c'est pas anodin, puisqu'on pousse des choses. Il y a une intentionnalité dans la production des imaginaires. Et donc, une fois qu'on a ça, il faut apprendre à... Moi, je parle de se nettoyer les yeux. Il faut qu'on soit capable de s'extraire de l'environnement qu'on voit, de se nettoyer les yeux et se dire qu'est-ce que ça raconte. Parce qu'il y a beaucoup de futurs préemballés. Je suis prof, et ça, c'est la vision au-dessus de Samsung, au-dessus de Microsoft, pardon, et en bas de Samsung, de Future of Education, en 2014. Ils disent, voilà le futur de l'éducation. Et donc, on voit des enfants en maternelle ou en petite section avec une grande dalle magique et qui interagissent avec un Indien, une Asiatique, un Européen, une Asiatique, etc. Bon, tous ceux qui ont fait des réunions Zoom qui savent que ça ne marche pas ne vont pas croire que réellement on aura dans toutes les maternelles françaises une jolie dalle avec des enfants qui vont s'amuser, qui vont jouer, etc. C'est une contrainte de sentier technologique, c'est une vision du futur qu'on me force à regarder, qui est un enjeu de communication pour les organisations qui le poussent, mais qui doit, moi, m'inciter à réfléchir, à me dire c'est quoi ma vision de l'éducation de demain. Elle n'est pas forcément technologique et c'est pas du Skype amélioré. En tout cas, ça n'engage que moi, mais c'est un vrai sujet de débat. Donc on doit arriver à s'extraire de ça et à le prendre en compte. Une fois qu'on a compris que les imaginaires c'est important, qu'il faut savoir les regarder avec précaution, comment on fait Donc c'est une science. Ça c'est un exemple. Au premier confinement, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut apporter avec mon collectif. Et on s'est dit, on va analyser les fins du monde. Qu'est-ce qu'on se raconte en tant qu'humain en ce qui concerne les fins du monde. Donc on a pris 500 films, nouvelles, etc. Tout ça, c'est disponible en ligne, je vous l'enverrai. Et on a analysé, on s'est dit comment on raconte la fin de l'humanité. Donc vous avez des sources nucléaires, la guerre, tout ce qui est viral, etc. Et on voit que c'est à peu près correctement pondéré, à part en bas à droite, les aliens. Mais c'est à peu près correctement réparti. Les productions américaines font une large part du corpus. Donc on voit qu'ils ont vraiment un impact sur notre mode de vie et qui on est. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on zoome, on va typiquement se rendre compte très rapidement que la santé explose depuis les années 2000. Et c'est toujours des attaques virales, c'est toujours des zombies. Donc qu'est-ce qui nous fait penser à nous? C'est le pouls de la société, ce truc-là. On prend une masse d'imaginaire et on regarde qu'est-ce qui nous fait peur. Ce qui nous fait peur, c'est une attaque de zombies déclenchée par un virus qu'on ne sait pas gérer dans un laboratoire chinois. Je dis ça avec une forme d'humour. Pour la petite histoire, l'armée américaine a fait 3 wargames en 5 ans, de 2015 à 2019, sur un virus HN, avec un taux de propagation 4 fois supérieur à 8 fois supérieur à un virus, provenant d'un labo de Wuhan. Toute l'armée américaine a joué 3 fois un scénario wargame au niveau mondial sur ce scénario-là. Ils étaient aussi à poil que nous, donc c'est pas, ça les a pas, ils n'ont pas pris très au sérieux. Autre chose qu'on peut remarquer, la perception globale quand même, peut-être qu'à un moment donné, on sera capable de gérer un cataclysme nucléaire. Ça faisait très peur dans les années 80, 90. Il n'y a pas encore un taré qui a appuyé sur un bouton, donc on se dit, bon, à peu près, ça a l'air à peu près géré. Là, maintenant, tout le monde se pose la question, mais en tout cas, pendant quelques années, on était bien. Les désastres naturels, on voit que ça arrive de plus en plus par rapport à avant. Peut-être que l'écologie commence à percer, on se rend compte. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on carotte et qu'on regarde géographiquement. Donc c'est une vraie science, ça. On va regarder, on va se dire, tiens, c'est rigolo, en France, tout ce qui est viral, ça nous fait un peu plus peur qu'ailleurs. A contrario, les Japonais, les désastres naturels, quand je dis Asie, c'est évidemment Corée du Sud et Japon, manga, ils sont massivement présents. On voit bien que chez eux, c'est un trauma, c'est une psyché sociale. Et ça me permet de comprendre ces imaginaires-là et de travailler avec, parce qu'évidemment, les Japonais, quand ils font de la robotique, ils ne la traitent pas comme moi, puisqu'ils ont un imaginaire et une perception de leurs enjeux qui sont très spécifiques. J'ai parlé tout à l'heure d'Hollywood, je vais basculer sur la Chine, pour comprendre à quel point cette dimension géographique et cette finesse-là, elle est vraiment importante. Pour ceux qui sont fans de Marvel ou qui ont vu Doctor Strange, l'héroïne, l'ancien, The Ancient, est une femme dont on se dit a priori qu'elle est grecque, on ne comprend pas trop dans le film, c'est une femme. Quand Marvel a annoncé qu'ils allaient faire un film sur Doctor Strange, le régime chinois a tapé à la porte et a dit si vous voulez distribuer Doctor Strange chez nous, il n'est pas question que The Ancient, qui est le héros qui est à gauche historiquement depuis les années 60, qui est tibétain, soit distribué chez nous. Donc il est inacceptable qu'un Tibétain soit la personne intelligente et un des héros. Je suis sérieux, donc juste pour vous dire à quel point les imaginaires sont une source de conflit et sont littéralement un champ de bataille parce qu'ils arrivent à manipuler des perceptions communes. Et donc je peux vous en sortir 50 sur Marvel, qui a littéralement, pour accéder au marché américain, au marché chinois, accepté de dénaturer et de reconstruire des histoires qui existent depuis 1950 ou 1960. Dans Iron Man 2, version chinoise, c'est un médecin chinois qui sauve Iron Man parce qu'il est trop bête pour s'en sortir tout seul.
Et c'est un vrai sujet, c'est intéressant parce qu'il a quand même une centrale nucléaire dans le cœur, il s'en sort très bien, mais on voit bien qu'il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse pour lui. Donc ça, l'OTAN, si vous regardez la doctrine otanienne il y a 2 ans, le cerveau est devenu le 6e domaine du combat. C'est pas anodin ce truc-là, on vous dit que le cerveau est un domaine du combat comme un autre, c'est un champ de bataille, on doit le traiter tel quel. On a parlé de géopolitique. J'aime bien Don't Look Up. J'aime bien Don't Look Up parce que c'est une critique amusante du technosolutionnisme. Donc dans ce champ de bataille, je dis ça gentiment, il n'y a pas d'inquiétude ou quoi que ce soit à avoir sur ce sujet-là. Des fois, je fais peur aux gens. Sur ce champ de bataille que sont les imaginaires, il y a évidemment un champ de bataille géopolitique. Il y en a aussi un autour de la techno et de l'appréciation de la technologie, de ce que je veux importer. Et donc, il y a toujours cette bascule entre ceux qui ont peur de la techno, quasi ludite, ceux qui sont technosolutionnistes et la manière dont on l'appréhende. Ce que je trouve intéressant dans cet exemple-là, c'est que pour une fois, on ne m'a pas dit Terminator avec un truc totalement abominable, quoique ça se passe pas bien à la fin. Mais là, il y a une petite critique on sent bien qu'il y a du Elon Musk derrière et de ces gens qui dépensent autant d'argent pour faire ça. Et on peut faire un petit lien là avec le progrès. À un moment donné, moi, je suis toujours effaré par cette récurrence d'imaginaires qui sont vieux et peu modernes. Quand tout le monde me dit c'est l'innovation, c'est fabuleux, on va aller sur Mars, moi je me dis mais depuis 60, l'espace c'est une zone de conquête. 1960, je veux dire Apollo, et à l'époque c'était légitime. Quand j'écoute le speech de Kennedy sur l'espace, j'ai les poils qui frisottent, c'est dingue, on est dans les années 60, c'est une frontière inconnue, etc. Bon, là on a privatisé l'espace, on a privatisé un rêve, on envoie 3 milliardaires, on fait un tour de piste, et puis on ira sur Mars si on est riche. C'est une belle critique, hein, c'est intéressant ce truc-là. Et ça, c'est pas forcément le progrès. Pour moi, c'est très peu moderne, ces visions-là de l'innovation. Donc on commence à jouer avec ces termes. Alors comment on fait, notamment quand on a un territoire ou une organisation, pour se dépatouiller de ça? Donc le premier élément, c'est qu'on doit en être conscient et qu'on doit faire des choix en fonction. Tous les débats sur la Smart City, moi, ils m'interrogent. Est-ce que la Smart City est la réponse aux îlots de chaleur urbains demain? Dans une ville qui est très minéralisée, est-ce que c'est vraiment le sujet? Est-ce que si je pense le long terme, j'ai pas plutôt juste un sujet à contraire de Slow City, comme les Autrichiens le font, où ils disent je vais planter 1 million d'arbres, je vais bien gérer ma température tout le temps et ça sera habitable dans 20 ans. Et ça, je trouve que c'est une innovation qui est un progrès. Et en ce sens-là, c'est un imaginaire plus moderne qu'une réponse purement techno, purement techno, qui pourrait être notamment, en l'occurrence, importée des États-Unis. Et donc, une fois qu'on a conscience de ça, il faut le cartographier, si on a le temps ou s'il y a d'autres personnes ou si on en a envie. Et j'aime beaucoup cet exemple, c'est quelqu'un qui a un blog qui s'appelle Sci-Fi Interfaces, les interfaces de la science-fiction, qui est un des ingénieurs en chef de Watson, le programme d'IA d'IBM, et qui a analysé toutes les représentations de l'IA dans la SF. Et dit, lui, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'on se raconte, mais ce qu'on ne se raconte pas à propos de l'IA. Untold AI, qu'est-ce que je ne raconte pas à propos de l'IA, et qui a un champ d'exploration plus positif. Et donc, il sort un certain nombre de choses, et notamment des relations apaisées. On ne raconte pas de relations apaisées entre les robots, l'IA et l'humain. C'est étrange quand même, dans la majorité des imaginaires. On a fait une petite analyse IMDB, pour ceux qui connaissent, on a scrappé IMDB, on a téléchargé tous les films dont le synopsis était robot ou IA, tout est négatif. Je veux dire, depuis Metropolis, il n'y a quasiment pas un film où il y a une perception positive. Ben ça interroge. C'est quoi une vision peut-être plus locale, plus française, différente, qui ne soit pas celle de l'ASF, San Francisco, pardon, sur ça. Donc je vous encourage à regarder Robot et Franck, parce que c'est un très beau film, très doux, entre une personne âgée et un robot que son fils l'oblige à avoir. Ça part pas bien, mais une très belle histoire d'empathie, d'écoute, de co-construction d'une relation. Et de temps en temps, on a 2-3 pépites comme ça, on se dit, est-ce que je peux raconter autre chose? Et finalement, ça, robotique douce, c'est super intéressant en fait. C'est quelque chose qui n'est pas mécanique et très humain, qui nous amène à beaucoup d'autres choses. C'était ma première partie de cette présentation. C'était pour vous expliquer en résumé que les imaginaires, c'est quelque chose qui est sérieux. On ne peut pas juste regarder la SF de manière un peu béate en se disant bon, je suis allé au cinéma. Non, ça communique des messages, ça manipule la vision que je vais avoir de demain. Si je vais voir que des films catastrophes, ça a un véritable impact. Je vais être un peu cash, mais je trouve que le gros problème du GIEC, c'est qu'ils n'ont pas raconté d'histoire en fait. On est face à une catastrophe, on va plus faire en 6 mois que pendant 20 ans de rapport du GIEC. Et pourquoi est-ce que si je racontais une histoire différente, réellement, avec une grosse narration, je ne pourrais pas générer de l'action, une action différente? Donc les imaginaires sont clés, on doit apprendre à en raconter. Et l'objectif évidemment de cette soirée, c'est de vous dire que ça peut aussi se passer au niveau du territoire.